Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur le Sénégal. Il y a un gros sujet qui monte, un plan de redressement national 2050. L'info vient du journal Le Quotidien. Apparemment, le Premier ministre Ousmane Sonko doit le présenter le 28 juillet, et puis après, un lancement plus large, le 2 août. On va essayer de décortiquer un peu tout ça. Oui, c'est un plan qui arrive vraiment à un moment crucial. L'économie sénégalaise, on l'a décrit comme fragilisée, donc ce plan, il est censé la relancer. Mais il y a aussi, un non-dit assez fort, c'est la crainte d'une certaine austérité, quoi. Ah oui, l'austérité. Bah oui, cette inquiétude, elle vient surtout du niveau de la dette publique. Elle est très, très élevée. Il y a une estimation de Barclays pour 2024 qui la met à 119% du PIB. 119%. Ah oui, quand même. Voilà, c'est un chiffre qui forcément pèse lourd et qui pose question sur la marge de manœuvre qu'ils ont réellement. Effectivement, 119%, ça interpelle. Alors, dans ce contexte un peu tendu, c'est quoi l'objectif affiché tout de suite là pour justifier ce plan d'urgence? Les sources parlent d'une somme assez folle. Oui, l'objectif immédiat, c'est de mobiliser, tenez-vous bien, 5 000 milliards de francs CFA. Et ça sur 3 ans. 5 000 milliards. Exactement. Une somme énorme qui est surtout destinée à s'attaquer à ce que la Cour des comptes sénégalaise a appelé la dette cachée. La dette cachée. Oui, c'est-à-dire des engagements financiers qui apparemment n'étaient pas très clairs dans les comptes publics officiels jusqu'à maintenant. Donc là, c'est une tentative de remettre un peu d'ordre, de transparence dans les finances de l'État, quoi. D'accord. 5 000 milliards pour une dette cachée, mais les sources, elles expliquent un peu comment ils comptent réunir une telle somme. Surtout en seulement 3 ans, ça paraît rapide. Quels sont les leviers, les conditions? Alors, il y a plusieurs pistes qui sont évoquées, hein. D'abord, le plan s'inscrit dans une vision plus large, le Sénégal 2050. Mais plus concrètement, il y a un gros espoir qui est mis sur l'appui du FMI, le Fonds monétaire international. On parle de 2 facilités en particulier. Le mécanisme élargi de crédit, le MEED, qui est souvent lié à des réformes sur le long terme. Et puis, la facilité élargie de crédit, la FEC. MEED et FEC, d'accord. Voilà. Mais attention, et ça c'est vraiment le point central, cet appui du FMI, il n'est pas automatique, il est conditionné Conditionné, à quoi? à la publication d'un audit financier détaillé. C'est le FMI qui l'exige avant de débloquer quoi que ce soit. Ah oui, un audit exigé par le FMI. C'est pas anodin, ça. Ça veut dire que la transparence des comptes, c'est vraiment un sujet majeur pour les partenaires internationaux. Tout à fait. Et au-delà de cet aspect technique, comment ça se joue sur le plan politique? Pour le Premier ministre, Sonko, c'est un peu un pari, non? Ah, mais complètement. Pour Ousmane Sonko, c'est clair que ce plan, c'est aussi un moyen d'affirmer son autorité, son leadership, surtout sur les questions économiques. C'est un moment politique très important pour lui. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard s'il est prévu une grande campagne de communication en parallèle. Ah bon? Oui, l'idée, c'est d'expliquer le pourquoi du comment aux citoyens, bien sûr, mais aussi au secteur privé, aux bailleurs de fonds. Il va falloir convaincre, surtout si des mesures un peu difficiles sont nécessaires. Oui, je vois l'équation compliquée. Redresser les finances, satisfaire le FMI et en même temps garder le soutien politique et social. C'est quoi la prochaine étape pour valider tout ça institutionnellement? L'étape clé, institutionnellement parlant, ça va être la présentation et surtout la défense de ce programme devant l'Assemblée nationale. Le Premier ministre va devoir répondre aux questions des députés et franchement, si on prend un peu de recul, ce passage au Parlement, c'est pas juste une formalité. C'est crucial pour la légitimité démocratique du plan. Mhm. Mais c'est aussi un test pour voir si le gouvernement est solide politiquement, s'il arrive à rassembler autour d'une feuille de route qui pourrait être potentiellement impopulaire. C'est un vrai test de gouvernance, en fait. Ok, donc si je résume, on a un plan hyper ambitieux, parce que la situation économique est vue comme critique, surtout à cause de cette dette énorme. Sa mise en place dépend beaucoup d'argent extérieur qui lui-même dépend d'un audit de transparence. Et tout ça avec des enjeux politiques internes majeurs pour le nouveau gouvernement. C'est bien ça? C'est exactement ça. Le succès de ce plan de redressement national 2050, il va dépendre d'un équilibre très fin entre la rigueur budgétaire que la situation et les partenaires comme le FMI exigent, la capacité réelle à trouver cet argent, annoncé, les 5 000 milliards, et puis l'acceptabilité politique et sociale des mesures qui vont être prises. La com et le passage à l'Assemblée, ça va être des moments très importants à suivre. Et ça nous amène à une question pour la suite, finalement. Entre les défis économiques de fond, cette condition de l'audit posée par le FMI, et puis les jeux politiques internes autour du Premier ministre et de l'Assemblée. Qu'est-ce qui va peser le plus lourd, selon les observateurs, pour la réussite ou l'échec de ce plan de redressement au Sénégal? En politique, parfois, on voit des virages assez spectaculaires, non? Ah oui,
C'est le moins qu'on puisse dire, des alliances qui surprennent. Justement, on se demande souvent comment une figure politique peut critiquer un rival et puis, quelque temps après, s'allier avec lui. Alors aujourd'hui, on va essayer de décrypter un peu ça avec le cas d'Aminata Mimi Touré, l'ancienne première ministre sénégalaise. On va regarder de près ses explications sur son parcours récent. Je pense notamment à son alliance avec Ousmane Sonko et puis aussi son départ du camp de l'ex-président Macky Sall. Mhm. Pour faire ça, on s'appuie sur quoi? Sur des extraits d'un entretien qu'elle a donné récemment. L'idée, c'est vraiment de comprendre les raisons qu'elle avance, elle, pour justifier tout ça. D'accord. Voir sa version des faits, en quelque sorte. Exactement. Alors, allons-y. On commence par le point peut-être le plus marquant, ce rapprochement avec Ousmane Sonko. Oui, celui qui a fait couler beaucoup d'encre. Voilà. Aujourd'hui, elle est membre du PASTEF, haute représentante du président Diomaye Faye, mais elle le cache pas dans l'interview, elle avait été très critique avant. Elle le dit texto, oui, j'avais critiqué Ousmane Sonko en 2022, nous étions concurrents. C'est direct comme formulation. C'est clair, elle assume. Mais alors, qu'est-ce qui a changé pour elle? C'est ça la question clé. Oui, comment elle justifie ce changement de cap? Eh bien, c'est là que ça devient particulièrement intéressant. Sa justification est centrale. Elle nie pas du tout les critiques passées. Mais elle dit en gros que c'était un autre temps. C'était le contexte de la compétition politique de 2022. D'accord, une rivalité de l'époque. Elle ne le présente pas comme un oubli, mais plutôt comme une réponse nécessaire à une situation nationale qu'elle jugeait très grave. Grave comment? Elle précise? Oui, elle parle, je cite, d'un risque de basculement du pays dans l'inconnu, et elle mentionne aussi les manifestations meurtrières de juin 2023. Ça aurait été un élément déclencheur important pour elle. Ah oui, ces événements tragiques. Donc l'idée, c'est que la menace sur la stabilité du pays aurait en quelque sorte éclipsé les anciennes querelles. C'est tout à fait l'argument. Elle met vraiment l'accent sur le besoin de dépasser les égos, les différents personnels, face à ce qu'elle percevait comme un enjeu national majeur. La phrase qu'elle utilise est assez forte. Nous avons transcendé nos égos pour l'avenir du Sénégal. Transcender nos égos. Oui, donc c'est présenté comme un acte de responsabilité. Presque un devoir patriotique pour éviter une crise qui aurait pu être encore plus profonde. La priorité, c'était l'intérêt national, tel qu'elle le voyait à ce moment-là. D'accord, une lecture des événements basée sur l'urgence, la responsabilité collective, en somme. C'est ça. Bon, alors maintenant passons à l'autre volet important, son départ du camp de Macky Sall. Oui, la rupture. On a beaucoup entendu à l'époque que c'était parce qu'elle était déçue de ne pas avoir eu la présidence de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'elle revient là-dessus dans l'entretien? Oui, elle en parle. Et elle conteste très fermement cette version des faits. Ah, Elle dit pas que cet épisode n'a pas existé, mais elle affirme que ce n'était pas ça le nœud du problème, pas la raison fondamentale de la rupture. Pour elle, le désaccord principal, il était ailleurs. d'accord. Et c'est quoi alors cette raison fondamentale qu'elle avance? Elle le dit très très clairement. Sa phrase exacte, c'est « La contradiction principale avec Macky Sall, c'était sa volonté de briguer un troisième mandat à laquelle j'étais opposé. » Ah, voilà, le fameux troisième mandat. Exactement. Donc elle ancre vraiment son départ dans une question de principe. Un principe constitutionnel, démocratique. C'est son opposition frontale à cette idée de troisième mandat qu'elle met en avant comme la vraie raison de la séparation, bien plus qu'une histoire de poste ou d'ambition personnelle. C'est une clarification importante de sa part. Tout à fait. Elle repositionne le débat sur le terrain des principes politiques. Ok. Donc si on essaie de faire une petite synthèse de son récit, de ses justifications, on aurait quoi? Deux grands axes. C'est un peu ça, oui. D'un côté, l'alliance avec Sonko. Ce serait justifié par une forme de devoir patriotique face à une crise potentielle, une réponse pragmatique, disons. Oui, un rassemblement nécessaire face à un péril perçu. Mettre de côté les vieilles rivalités pour ça. Et de l'autre côté, la rupture avec Macky Sall, là, ce serait à cause d'une divergence de fond irréconciliable sur la question constitutionnelle du troisième mandat. Une question de principe. C'est exactement comme ça qu'elle présente les choses. D'un côté, la logique de rassemblement face au danger. De l'autre, une logique de rupture au nom des principes démocratiques, sur la limitation des mandats. C'est comme ça qu'elle articule la cohérence, en tout cas la cohérence qu'elle revendique, de son parcours récent. Bien, voilà donc un aperçu assez clair des explications fournies par Aminata Touré elle-même, tirées de ses propres mots. Priorité à l'intérêt national d'un côté, défense des principes de l'autre. Et ça nous amène peut-être pour finir à une réflexion un peu plus large, non? Ah oui. Laquelle? Ça soulève une question assez classique en politique, surtout quand les temps sont tendus. C'est
Où se situe la frontière, en fait? La frontière entre, disons, la réelle politique, ces compromis qu'on juge parfois nécessaires pour gérer une crise, pour garder une certaine stabilité, et puis, la fidélité constante aux principes qu'on affiche. La tension entre pragmatisme et principe. Exactement. Où est-ce qu'on trace la ligne? C'est une question qui revient toujours quand on analyse les choix politiques dans des contextes